reprends la série d'entretiens que j'ai commencé avec vous pour la présentation de mon ami Moshe Fabien à Babou. Et j'ai pensé que le sujet qui nous préoccupait le plus aujourd'hui, c'est de par le déluge d'informations dont nous disposons, c'était ces interrogations sur cette mondialisation dont tout le monde parle. Et comme j'ai pensé qu'elle avait une connexion très très forte avec le mal, j'ai pensé que c'était peut-être un bon sujet à aborder avec vous aujourd'hui. Il faut dire que dans notre Torah, pour ne pas perdre de vue que ces ensembles d'enseignements nous permettent d'avoir une vue beaucoup plus globale sur ce qui se passe à l'encontre des goïms qui, eux, n'ont pas cette boussole de l'histoire. C'est en fait la lettre bête par laquelle commence notre Torah et qui déjà commence par une interrogation très profonde. Pourquoi n'avons pas commencé cette Torah par le Aleph? N'avons-nous pas commencé cette Torah par le Aleph? Alors, le problème, c'est que, effectivement, des maîtres, je ne veux pas présumer de leur connaissance, je me révère à tout ce qu'ils nous ont enseigné au cours de l'histoire, c'est que le Aleph aurait été un monde accompli, et le bête, évidemment, nous laissait supposer qu'il y avait une réparation de l'histoire à accomplir dans un monde dont la durée était fixée par les maîtres à 6000 ans. 2000 ans de Briant Haolam, 2000 ans de Torah et 2000 ans d'ère messianique. Alors il semblerait que, plus que d'ailleurs il nous semblerait, c'est une évidence de par les événements, l'accélération profonde de ce qui se passe, c'est que nous sommes dans cette phase de l'histoire, de la fin de ces 2000 ans messianiques, et qui nous interpelle très très fortement. C'est des mondes, c'est des sociétés, c'est des modèles qui s'entrechoquent, c'est un effondrement de valeurs totales auquel nous assistons. En quelque sorte, il faudrait repenser l'organisation du monde et il faudrait revoir tous les principes qui nous ont menés à ça. Alors ces principes qui nous ont menés à ça, on le sait bien encore en se référant à notre chère Torah, c'est que il a été, après la faute du Gan Eden, donné à Adam, tout au moins avant la faute, il a été proposé deux chemins. Le chemin de l'arbre de la connaissance et le chemin de l'arbre de vie. Alors, en fait, c'était un modèle qui a été reproduit par nous-mêmes dans le cheminement de l'évolution de l'humanité. Nous avons choisi où nous avons été portés par la connaissance scientifique qui n'a fait que s'accélérer depuis 2 siècles et pour arriver aux impasses que nous découvrons aujourd'hui où on se rend compte que on rentre dans des dilemmes philosophiques auxquels on n'avait jamais pensé, ou tout au moins des romans d'anticipation nous ont évoqué cette perspective, c'est-à-dire l'homme confronté à la machine. Est-ce que véritablement nous n'avons pas arrivé à un combat contre la mécanisation, les robots qui sont préparés par les hommes, qui se substituent même dans beaucoup de domaines sur les hommes? Alors, effectivement, je vous l'avais dit dans ma précédente intervention sur le mal, ce mal était défini déjà dans les sociétés égyptiennes par le serpent, et d'ailleurs on le retrouve au Gan Eden, ce serpent, et la fraternité du serpent. Et en fait, ça s'est poursuivi dans le temps, puisque dans les sociétés perses, on avait beaucoup de religions mystères, des religions mazdéennes, zoroastriennes, et des sociétés qui, en fin de compte, dans leurs croyances, croyaient en la dualité, sachant que, pour eux, cette dualité de l'ombre et la lumière venait déjà de la création du monde, c'est-à-dire qu'elle était déjà inscrite dans le cosmos. Alors, il y a eu un grand, d'ailleurs, on a gardé le mot dans notre
langage le manichéisme, cette dualité. Le manichéisme vient simplement d'un personnage qui s'appelait Mani et qui a révélé ces mystères, et lui-même a été révéré par ces populations. Et en fait, c'est une période qui a été très longue de l'histoire, puisque en fait on a commencé les grands bouleversements de la foi dans un Dieu un, avec la sortie d'Égypte du peuple juif. Donc le don de la Torah au Sinaï a marqué véritablement à ce moment-là la grande révolution de l'humanité contre cette force de dualité, les forces du mal. Puisque même certaines croyances ont établi un dieu qui s'appelait Lucifer, qui s'opposait au dieu Adonai, que nous connaissons dans l'unité du peuple juif. Donc c'était une bataille cosmique dans laquelle nous rentrions. Évidemment, le don de la Torah au Sinaï n'était pas une révolution qui s'est faite en un jour, c'est une révolution qui s'accomplissait dans le temps et qui, en fait, avait qu'un objectif, c'était d'amener à la fois l'humanité au Dieu un, en laissant sur le bord de la route toutes les idoles, et en fait réunir tous les peuples vers une croyance unique, sachant que le peuple de prêtres, le peuple juif, c'était lui qui avait reçu ces commandements et qui était chargé de les transmettre à l'humanité. Donc quand on est attaqué par l'antisémitisme, l'élection, c'est une élection non pas pour assujettir des peuples, c'est une élection pour porter un message, et c'est une élection qui a coûté beaucoup de sang et de peine au peuple juif, puisqu'il a été massacré au nom de ce qu'il révélait, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est quelque chose de sacré pour nous, et en fait, le mal a réussi à s'infiltrer au cours de l'histoire à travers ces religions de mystère, depuis l'Égypte ancienne, comme je l'ai expliqué, mais également, ensuite, il s'est développé dans la scission, le schisme qui s'est instauré dans cette religion juive, cette religion en la foi du Dieu un, c'est-à-dire à l'époque, et ça marque ces 2000 ans d'ère messianique, à l'époque de la destruction du temple, certains courants juifs ont cru en ce personnage de l'histoire chrétienne qui était révélé comme un Messie qui est attendu à la fin des temps. En fait, à ce moment-là, le peuple juif était toujours le peuple juif, c'était un ensemble homogène, monolithique, et ce qui a brisé quelque part cette unité dans ce peuple juif, c'est un certain Paul qui est arrivé et qui a lancé un message que, en fait, on peut résumer à ça. On peut très bien croire pour les gentils, pour les nations, au Dieu un, sans passer par les commandements. Et en fait, il s'est établi au congrès de Nicée en 325, le véritable fondement du christianisme, mais, si je le signale, c'est pas pour faire une histoire, une anthologie d'histoire chrétienne, mais pour spécifier qu'à ce congrès, il y eut un personnage qui s'appelait Marcion, qui se référait et dont la foi était profonde dans la croyance aux religions des mystères, et en s'intégrant dans ce congrès de Nicée, il a réussi à infiltrer pour la première fois l'antisémitisme, c'est-à-dire cette haine au Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu en nous croyant, le Dieu un, préférant les mystères. Or, cette filiation du mal à partir de Marcion, qui est très connue dans les milieux chrétiens, c'est quelque chose qui a été, jusqu'à l'époque contemporaine, qui s'est révélé dans l'enseignement de l'Église, qu'on appelait le catéchisme, et surtout sur un enseignement très violent, que ce peuple juif serait puni jusqu'à la fin des temps pour avoir tué le Rédempteur. Et
et qu'il errerait comme ça, sans patrie, sans nation. Effectivement, le retour d'Israël sur cette terre a chamboulé complètement cet enseignement, à telle enseigne, on n'en mesure pas encore totalement les conséquences, mais c'est que les fondations même de l'Église se sont ébranlées au point que aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. En Europe, beaucoup d'églises se sont vidées. L'athéisme et l'agnosticisme ont gagné de plus en plus. Il faut dire une chose fondamentale, c'est que la laïcité telle qu'elle a été définie et à son paroxysme de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la course des modèles économiques vers l'hédonisme matériel, a effondré littéralement les valeurs morales. Donc, en fait, ce mal de l'histoire s'est infiltré lentement, mais sûrement, jusqu'à des ordres qui ont conservé ces valeurs de religion de mystère, et je veux parler par là des loges franc-maçonnes, qui, en fin de compte, pour des loges inférieures, ne présentaient que des caractères d'humanisme qui attiraient beaucoup de gens, mais on sait aujourd'hui que dans les loges secrètes de ce qu'on appelle le 33e degré, à ce moment-là, on est rentré dans des sphères qui ont intégré pour beaucoup le pouvoir et qui sont arrivées à l'heure d'aujourd'hui à essaimer à travers des mouvements comme on appelle les Illuminati, les groupes Bilderberg, des confréries, des mouvements occultes, des organisations comme la Trilatérale, comme dans les universités américaines, les Skull and Bones, des choses comme ça, qui, en fin de compte, ont formé des élites à ces doctrines et qui les ont mises en place. Et on a assisté de plus en plus à la confiscation. Alors, je veux parler par là, pour beaucoup, des États-Unis, puisque depuis la création des États-Unis jusqu'à aujourd'hui, tous les présidents, pratiquement, ont été des personnages de loges maçonniques, mais de très élevés, 33e degré par exemple. George Washington, premier président des États-Unis, était déjà franc-maçon. Alors là où ça devient très grave, c'est que, en fait, comme j'expliquais, le 33e degré, eh bien, c'est un degré où on est rentré dans des pratiques rituelles très graves. Ces pratiques rituelles qui se lient pratiquement à ce que je venais de parler sur les religions de mystère, avec bien entendu, c'est terrible à dire, sacrifice et compagnie. Donc, il faut savoir aujourd'hui que ces élites qui ont cheminé dans l'histoire, elles arrivent aujourd'hui pratiquement à la tête des nations et en coupant les nations de leur souveraineté au profit d'oligarchies qui n'ont plus les mêmes intérêts que les peuples. Alors c'est très important ce que je dis parce que en fait les oligarchies eh bien ont préparé le terrain à ce qu'on appelle le totalitarisme, parce que en ayant la mainmise non uniquement sur la finance, elles sortent bien entendu des milieux de la finance. Pour savoir la gravité dans la situation économique dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, ce sont les modèles économiques qui ont été infiltrés complètement par ces idéologies. C'est que quelques familles dans le monde, 8-10 familles, possèdent aujourd'hui la moitié de la richesse de la planète. Donc, en fait, c'est très grave dans la mesure où elles ont réussi également à mettre la main complètement sur les médias, le quatrième pouvoir. Et en fait, aujourd'hui, on est arrivé à une situation de manipulation totale, comme le voyait il y a 60 ans, 70 ans, un certain George Orwell à travers son roman futuriste 1984, aussi bien des gens comme
Alois Huxley, qui dans les années 30 avait vu également dans le meilleur des mondes cette possibilité d'État totalitaire, jusqu'au metteur en scène Fritz Lang, qui avait sorti un ouvrage, un roman et un film qui a été fait là-dessus, qui s'appelait Métropolis en 1927. Donc, il y avait dans ces visions la crainte par le progrès scientifique d'arriver, s'il n'était pas maîtrisé, à marginaliser les hommes au profit justement d'élites dirigeantes et qui conduirait complètement à l'asservissement des peuples. Donc, nous sommes arrivés aujourd'hui à une expansion du mal total dans l'histoire, et en fait, c'est cette expansion du mal total qui nous interpelle, puisque cette interprétation du mal nous permet de nous rendre compte de la désespérance dans laquelle vivent aujourd'hui les nations cherchant des vérités. Notre maître Manitou, qui est resté vraiment une boussole pour beaucoup, pour appréhender les événements que nous vivons, bien disait que, en fin de compte, nous vivrions la Géoula dans la reproduction de ce que les parachiotes nous indiquaient dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que ces parachiotes représentaient un microcosme de ce que nous allions vivre en macrocosme à la fin des temps. Si on se rend compte de ce qui s'est passé et cette punition terrible qui s'est passée pour les peuples de Sodome et Gomorrhe, nous voyons la reproduction dans les mœurs aujourd'hui de l'humanité de ces phénomènes. Et en fait, beaucoup plus marquant pour nous-mêmes, c'est que le modèle économique dans lequel on nous a impliqués aujourd'hui, qu'on peut qualifier de casino financier international, complètement coupé de l'économie virtuelle. Depuis, ce virage s'est déroulé dans les années 90. N'oublions pas qu'il y a eu un chemin qui a été préparé. Ce chemin a été préparé, chemin préparé comment? Chemin préparé pour cet effondrement total que nous vivons, et qui évidemment qui n'a pu être appréhendé que par des experts. C'est en fait, si on résume aux principales étapes de nos rapports avec les États-Unis, il y a eu la grande conférence de Bretton Woods en 1944, qui servait d'avoir établi pour le dollar une valeur sur l'or, et à partir du moment où il y a eu cette déconnexion par la décision du président Nixon en 1971, ça voulait dire très clairement que un État s'autorisait à émettre du papier qui n'avait plus aucune valeur. Imaginez-vous aller faire vos courses et donner des chèques sans provision. Vous iriez en prison. Bon, là, il n'y a pas eu de prison, mais en fait, par cette émission immense de papier qui n'avait plus de valeur, nous sommes rentrés dans une toxicité de la finance qui nous conduit pratiquement, il faut le dire, au bord d'un effondrement aujourd'hui. Donc, il y a eu, si on veut comprendre à l'échelle européenne le rôle de la France, parce que la France est une caisse de résonance pour nous, n'oublions pas que c'est quand même les États-Unis, la deuxième révolution qui a eu pour modèle la Révolution française, des généraux français comme Lafayette ont combattu là-bas, et en fait, ils nous ont transmis un modèle qui était très très grave, puisque cette monnaie n'avait plus de valeur. De plus, pour la France, nous avons eu un président en 1973, qui s'appelait Georges Pompidou, qui a adhéré à un accord où les banques françaises, où l'État français ne se financerait plus, ne pourrait plus se financer par sa banque centrale sans intérêt, mais sur les marchés financiers. Donc, en fait, on a commencé à créer le lien de la dette qui s'est reproduit dans tous les pays aujourd'hui. On voit la Grèce où elle en est, l'Italie, l'Espagne et tout. C'est-à-dire que le service de cette dette rendait les États esclaves des marchés financiers. Comme, par la suite, les individus sont devenus eux-mêmes les esclaves de leurs États
ne pouvant jamais se dégager de dettes. On voit aujourd'hui, ne serait-ce qu'en Israël, où sont arrivés les ménages pour pouvoir, même en travaillant, survivre. C'est des dettes inconsidérées qui, il y a 30 ou 40 ans, auraient fait sourire des gens dans la manière de gérer un budget. Donc, en fin de compte, on se rend bien compte que il y a une continuité de l'histoire. Cette continuité, elle s'est opérée dans la création du marché européen. Maastricht a été vanté comme un paradis qu'il fallait absolument réaliser sur Terre pour l'Europe. Et on voit les résultats aujourd'hui. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que, en fin de compte, les peuples, dans cet accord, perdraient toute leur souveraineté au profit d'une oligarchie qui est basée dans les marchés financiers et dont les élites de Bruxelles sont là. Donc, en fait, pourquoi on est obligé d'évoquer ce que je viens d'évoquer? C'est qu'il y a un lien ténu du mal dans l'histoire qui n'est plus une abstraction, mais qui s'est infiltré au quotidien dans notre vie, puisque Dieu dit au peuple d'Israël, « Tu ne choisiras pas Mammon, mais tu me choisiras. » Or, aujourd'hui, nous le voyons bien, même la société israélienne a été ébranlée, rappelons-nous, du fameux complot d'initiés des années 84, et sur des manipulations boursières très très graves. Donc malheureusement, nous sommes rentrés dans ce jeu-là, sachant que le mot dollar en américain, sa gematria en hébreu est 240. 240 étant exactement la valeur d'Amalek. Donc, quand nous voyons que depuis le président Washington jusqu'à l'élection d'Obama, du président Obama, il y a 240 ans, on ne peut qu'être interpellé, car nous savons très bien que depuis cette élection, dans quelle situation Israël s'est trouvé par rapport à ses rapports avec les États-Unis. Aujourd'hui, un nouveau président est là, on l'encense, mais, comme on dit, il ne faut pas tuer la peau de l'ours. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut savoir que vont donner par la suite ces rapports, parce que il y a déjà des petites déclarations qui mettent en veilleuse certaines promesses électorales. Donc nous verrons que vont donner ces promesses de réelle politique par rapport à ce qui va être décrété et entrepris dans les années à venir. Donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Et nous le voyons bien, puisque aujourd'hui, une élection va être déterminante pour l'Europe, et c'est l'élection française. Quel va être le lien entre ces élections et les conséquences qu'ils vont s'en suivre? J'ai le sentiment que le mal est arrivé à un niveau où il doit être traité d'une manière drastique et d'urgence, car l'humanité a besoin d'un changement radical de voie. Est-ce que les forces politiques en présence pourront éviter les catastrophes qui se profilent? C'est toute la question. Est-ce que le mal dans l'histoire pourra être jugulé? Voilà pour aujourd'hui, et je vous souhaite une bonne journée en vous disant à